Voilà, on est là. C'est pour un nouvel épisode. Toc toc toc, on frappe à la porte. Merci de nous accueillir pour l'épisode 435, deuxième épisode de l'année du dragon. Un épisode que nous enregistrons, comme à notre habitude, le jeudi soir, 22 février, avec deux de nos chroniqueurs. D'un côté, nous avons Sébastien, de l'autre, David. Bonjour à tous les deux. L'un est sous le vent. C'est comme moi, je pense, ça souffle bien. Hein, c'est Louis, c'est la tempête Louis. Voilà, et l'autre est en Thaïlande, donc le vent, à cette heure-ci, de toute façon, ça souffle pas. Hein, le vent des pigeons. Voilà, c'est ça. On risque de perdre David à un moment donné parce qu'il y a des problèmes de connexion, j'allais dire avec la Thaïlande, non, avec David, de manière plus spécifique. Si jamais, hein, comme ça, vous êtes déjà tenu au courant, on essayera d'improviser le temps qu'il revienne, s'il arrive à revenir, mais on croise les doigts. Normalement, les dieux du podcast sont avec nous et on ne devrait pas avoir de problème. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter un podcast technologique tel que celui des technos, un peu complémentaire à ceux que vous écoutez peut-être par ailleurs, puisque ici ce sont nos petits camarades qui ont sélectionné quelques news dont ils ont vraiment envie de vous parler, et une news un petit peu plus consistante, un peu plus importante, ce qu'on appelle un dossier, un peu pompeusement. On vous parlera de GPU et comment choisir votre GPU. Ce sera en deuxième partie d'épisode. Mais si vous êtes tous les deux prêts, les garçons, et je pense que vous l'êtes, on peut passer à la première lettre de notre abécédaire, puisque nos news technologiques, on les classe par ordre alphabétique, me semble-t-il. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien ? Bah oui, rien sur le 435. 435, tu voulais... 435, c'est quoi c'est un nombre déficient. Tu vois, on est mal barré. C'est ça que ça annonce bien sur le podcast. L'équipe de jour. Il va être vraiment bon ce numéro. Alors, accrochez-vous, hein, c'est commence fort. C'est un nombre entier naturel qui est strictement supérieur à la somme de ses diviseurs stricts. Voilà, je vous laisse. Réfléchissez à ça chez vous. C'est chaud, quoi. Ça, donc c'est déficient. Ouais. C'est déficient, comme je le disais, comme l'ensemble de l'équipe aujourd'hui. Et après, c'est moi qu'on accuse de commencer en lourd. Voilà, c'est ça. Ça, c'est normal. On est à la lettre C, comme carbone. On va parler d'une bactérie contre la crise du CO2, une bactérie qui pourrait régler quelques soucis, justement, peut-être une bactérie qui va absorber du CO2, c'est ça un peu l'idée, c'est ça le concept, David ? C'est ça le concept. Donc c'est une bactérie qui a été découverte 1250 mètres sous terre, dans un lab souterrain à Black Hills, South Dakota. Et ce sont des bactéries qui ont la capacité de transformer du CO2 en cristaux. Non seulement elles permettent de faire ça, mais elles sont très résistantes parce que elles survivent jusqu'à plus de 110 degrés Celsius, je pense. Elles résistent à un haut niveau de salinité et des grosses pressions atmosphériques. Et donc elles transforment, elles ont des enzymes qui font une catalysation du CO2 avec l'eau pour créer des cristaux de calcite qui ensuite deviennent des cristaux de carbonate. Et donc ça pourrait être une solution au stockage du CO2 atmosphérique, d'autant plus que cette enzyme-là éventuellement pourrait être artificiellement injectée dans d'autres bactéries ou d'autres choses si les études confirme que c'est viable. Donc les applications potentielles, comme je le disais, c'est le stockage du CO2, entre autres dans des réservoirs de fossiles, de combustibles fossiles épuisés, donc les mines de charbon, les mines, les poches de gaz souterraines, etc. Donc c'est des endroits où on peut y remettre le carbone qu'on en a sorti.
en quelque sorte. Bah oui. Ça permet également, ça pourrait permettre de créer un bouchon qui empêche les fuites de pouilles abandonnées, parce que les pouilles abandonnées peuvent avoir des dégagements de gaz et d'autres choses qui peuvent éventuellement exploser. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. assez sympathique. C'est à notre aise. C'est une bonne nouvelle, ouais. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. C'est vrai que finalement, retourner le carbone à la Terre, ce serait un joli pied de nez quelque part à la science, à la nature de manière générale. Si c'est efficace, mais il faudra voir comment l'appliquer, ce machin-là aussi. Hein. C'est pas gagné encore. On était au tout début de la réflexion, j'ai l'impression. Sébastien. Ouais, c'est pas le premier. Il y avait eu des exemples aussi avec des algues, il me semble, il y a quelques années. Qui mettaient dans des panneaux publicitaires ou des trucs en rue, mais voilà, je sais pas si... On a parlé d'un béton aussi qui permettait d'absorber le CO2, mais qui aurait eu toute sa place le long des autoroutes, par exemple. Mais jamais de nouveau, hein, c'est toujours la même chose avec ces réflexions scientifiques ou technologiques de cet ordre-là, pas que dans ce domaine-là, mais de cet ordre-là. C'est qu'on nous en parle, et puis après, ça disparaît. Est-ce que c'était juste une vue de l'esprit à un moment donné, un délire de scientifique, et on s'est dit tiens, on va en faire un article, bon ok, on passe à autre chose, ou est-ce que ça avance, et est-ce que demain on trouvera, je sais pas moi, des appareils ou des matériaux faits à base de ces bactéries pour absorber du dioxyde de carbone. En même temps, après il faut une valeur économique, parce que c'est souvent ça le problème. Tu vas faire ça, c'est génial, les scientifiques ont trouvé une solution, mais qui va payer pour ? Voilà. Et puis après, il faut enfouir. Alors là, tu as déjà énoncé quelques solutions, David, parce que ça va redevenir de la matière, quelque part. Il va falloir s'en servir, l'enfouir quelque part, un peu comme les déchets nucléaires, ça va faire sauter au plafond les écologistes, mais là, ici, c'est moins problématique quand même, mais malgré tout, voilà, il y a un coût aussi, après coup. Dans ce genre de choses. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. Oui, c'est ça. Donc, faire des, je sais pas, des trucs pour les poissons. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. N'hésitez pas, comme toujours, hein, d'ailleurs, à nous dire ce que vous en pensez. Et comme toujours, évidemment, mes petits camarades se font fort de mettre dans la description de cet épisode les liens, toutes les sources qui nous permettent de réaliser ces épisodes. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Vous nous en direz tant. Et puis, si vous avez, vous aussi, des informations à communiquer, n'hésitez pas à le faire en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. Vous êtes évidemment les bienvenus. On passe au sujet suivant. C'était la lettre I, comme IA, intelligence artificielle. On s'est dit, ah non, pas du tout, c'est autre chose. Si, forcément, Sébastien, on va parler d'IA, des IA qui peuvent t'envoyer en prison, ça dépend un petit peu ce que t'en fais, évidemment, mais cette histoire que tu vas nous raconter, c'est celle-là. C'est quelqu'un qui a manifestement fauté. Ah, Air Canada. Si on nous écoute outre-Atlantique. Voilà, donc tu vois, parfois on parle aussi de news venant de nos amis là-bas, c'est très loin. Donc Air Canada s'est pris un vilain procès, ils ont perdu. Pourquoi ? Comment ? Donc l'année passée, ChatGPT, IA, on en a tous réentendu parler, et toutes les boîtes se sont dit à l'époque, c'est génial. On va foutre des chatbots dans tous les sens, et ça va répondre à notre place, on va pouvoir licencier tous ces pauvres petits gars au support, ils n'ont plus rien à foutre. Donc voilà, ça c'était le principe, il y en a toujours plein, des chatbots, il y en a un peu partout, sur pas mal de sites où on se dit, ça va pouvoir t'aider à chercher, à trouver l'information que tu trouves, qui est sur le site, mais pas toujours assez facilement trouvable. Et donc, ils ont mis un chatbot sur leur site pour répondre à toutes les questions des consommateurs pour Air Canada. Et il se fait qu'il y a effectivement une série de particularités. Et ici, un gars qui devait prendre un vol pour un vol urgent. Un vol urgent parce qu'il y avait un décès de sa grand-mère, donc il voulait aller sur place, et donc dans ces conditions, il y a toute une série de choses qui font que tu peux avoir des réductions sur ton vol, sur le prix de ton vol, et le bot lui a expliqué, pas de problème, tu prends le billet,
t'es parti, et puis après tu demandes pour te le faire rembourser, et ça va aller nickel, comme une bonne dans le nez, quoi. Donc il suit les injonctions du bot, il prend son billet, il fait son petit truc, et puis après, et bah voilà, maintenant, condition, je voudrais me faire rembourser en partie le truc, parce que voilà, c'était urgent, j'ai payé cher, mais il y avait une raison. Et Air Canada a dit, ah bah non, c'est pas comme ça qu'on fait du tout, ça c'était pas la bonne procédure. Et il fallait respecter la procédure. Il a dit, bah, la procédure, c'est ton bot qui m'a expliqué comment le faire, donc ça c'est ta procédure. Ouais. Et Air Canada a dit, ah bah non, t'as pas suivi la procédure, hors de question, pas de geste commercial, tant pis pour toi. Donc, gars pas content, procès, et Air Canada a justifié en disant, oui, enfin c'est un bot, il raconte n'importe quoi, c'est pas... On n'est pas responsable du bot qui raconte, s'il dit que tu dois te jeter du haut de la tour, c'est un bot, c'est une IA, etc. Bon. Et le tribunal a reconnu Air Canada responsable en disant, ben non, tu mets un bot, il raconte des trucs sur ton site, c'est ta propriété, tu en es donc responsable. Et donc, même s'il raconte n'importe quoi, ben, le n'importe quoi engage ta responsabilité d'entreprise. Et étonnamment, depuis, Air Canada n'a plus de chatbot. Donc c'est fini. Donc ils l'ont viré. C'est terminé. Ils l'ont viré. Et on a réembauché des vrais humains pour répondre et gérer les responsabilités. C'est pas les seuls à avoir eu ce genre de problème. On avait même parlé ici même il y a quelques semaines maintenant d'un autre chatbot, celui d'un transporteur de colis GDP, si je ne dis pas de bêtises, je peux me tromper, mais je ne pense pas, qui lui aussi partait dans des délires et critiquait son propre employeur en plus. Donc et là aussi il a fallu le calmer à un moment donné parce qu'il commençait vraiment à raconter des bêtises. Et donc voilà, c'est comme quoi, c'est une technologie très avancée et chaque fois, on le dit, et c'est vrai, c'est impressionnant souvent, mais tous ces éléments-là ne vont pas dans le bon sens, quoi. On sent que c'est pas totalement abouti, quoi. Il y a encore des efforts à faire. ChatGPT cette semaine a pété un câble à un moment donné, il racontait n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, c'était incompréhensible parce qu'à un moment donné, un coup de mou au niveau des serveurs ou que sais-je, et donc voilà, c'est... Tu voulais dire... Oui, le problème c'est que tu sais pas toujours ce qu'ils ont appris. Il y a toujours la célèbre histoire du on va reconnaître un tank sur une photo, et ils avaient fait toute cette reconnaissance, et il a reconnu un tank, et il reconnaissait la différence. Et puis à un moment, il a filé une photo dans le encadre réel, et il a pas reconnu le tank parce que ce qu'il avait reconnu c'était le décor derrière. Et c'était la saison, et on était dans la bonne saison. Oui, c'était la saison. C'est la saison, donc il n'y avait pas de tank. Donc c'est pas toujours évident, et là effectivement c'est pas contrôlé, donc comme tu sais pas contrôler ce qu'il raconte. Oui. Maintenant, un souci aussi avec tous ces chatbots, c'est qu'avec toutes les censures qu'on met dessus et toutes les couches qu'on rajoute pour se protéger, on casse le machin. Et donc, on se retrouve avec... Là aussi... On en avait parlé, c'est que dans certains domaines, en particulier artistiques, on avait parlé de ça ici aussi, qu'il était possible de, entre guillemets, mal informer, enfin en tout cas pourrir les informations envoyées aux intelligences artificielles pour arriver à se prémunir d'un usage excessif de sa propriété intellectuelle. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Donc c'est un peu moisi au pays de l'intelligence artificielle, j'ai l'impression, même si ça rend des services. Hein. Je tiens à le rappeler, il faut être vigilant, quoi. Pour ce qui est de ChatGPT, pour ce qui est de l'entraînement de base, ils sont censés faire des mises à jour sur des sets d'entraînement qui sont d'abord disponibles pour les développeurs ou en bêta. Donc quand il y a quelque chose qui casse comme ça d'un coup, c'est possible que ce soit des règles qu'ils ont mis au-dessus de l'apprentissage. Voilà, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé, sauf s'ils le disent. Ils diront probablement pas. Ouais. Mais l'entraînement en lui-même, normalement, une fois qu'il est fait, il est fixe. D'accord, ok. Ceci étant dit, quand tu vois ChatGPT 4 par exemple qui continue à s'alimenter en informations pas en temps réel, il y a toujours un décalage entre le moment où tu l'interroges et ce qu'il a appris, mais c'est la durée, enfin le laps de temps entre ce qu'il apprend et ce qui est disponible sur Internet en gros, hein, et le moment où tu le questionnes est de plus en plus court aussi. Donc j'imagine qu'il apprend aussi de temps en temps un petit peu de travers. Par exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait l'expérience et je lui ai demandé si puisqu'il a
être assez bien informé, ce qui n'était pas le cas de ChatGPT 3.5. J'ai demandé s'il connaissait le podcast Les Technos. Il m'a répondu que c'était un excellent podcast, très intéressant, qui traite de nouvelles technologies, avec des chroniqueurs très intéressants, et c'est animé par, et il cite 3 noms, que je n'ai pas retenu, que je n'ai pas noté, de toute façon ça sert à rien de le lire, mais ce sont 3 noms de gens qui font effectivement des podcasts, mais d'autres podcasts technologiques que le nôtre. Donc, voilà. À un moment donné, j'ai dû lui répondre, non, tu te trompes. Et il a accepté, parce qu'il est poli, hein, toujours le ChatGPT, donc quand on lui dit qu'il se trompe, il dit, ah, d'accord, mais alors par qui c'est animé, etc. Je lui ai dit Tintin. Voilà. On a fait le tour de cette question sur l'intelligence artificielle qui fait des... Oui. On aura encore ce type d'infos, à mon avis, à une autre occasion, mais bon, voilà, on va pas en faire des caisses non plus, quoi. Lettre P comme police, Papon. L'arroseur arrosé, j'ai presque envie de dire. Hein. C'est toi, David, qui va nous parler de Logbit qui s'est fait rançonner par la police. C'est quand même croquignolesque. Voilà, qui s'est fait plutôt troller que rançonner. Oui, c'est toi qui l'as écrit, ça. Logbit. Rançonné, mais c'est pas rançonné au niveau argent, c'est rançonné au niveau menace. Je corrigerai. Voilà. Je dirais rançonné, entre parenthèses, pas au niveau argent, mais au niveau... Voilà. Voilà. Et t'es sûr que c'est la police? Oui. Non, parce que c'est par des hommes en bleu qui ressemblaient à la police. C'était pas Logbit, en fait, c'était un autre truc. Enfin, bref. C'était BitLocker et c'était Microsoft, en fait. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est-il passé, donc? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Logbit, ce gros gang de ransomware, donc qui volent des données, qui encryptent les données, qui demandent des rançons sous peine de ne pas donner la décryption des données et qui de toute façon les gardent quand même et les divulguent. Ils étaient un petit peu, ils n'arrivaient pas à se faire coincer par la police. Et là, le FBI, en combinaison avec la police en Angleterre et Europol, apparemment ont réussi un gros coup de filet. Et donc, ils ont réussi à mettre à sac la majorité des sites utilisés par Logbit. Les sites qui étaient utilisés pour humilier les victimes et leur faire pression pour obtenir des rançons. La police a été jusqu'à afficher des images en montrant des enquêteurs que les enquêteurs avaient accès à des fichiers sensibles du genre fichier /etc shadow contenant les hashes des mots de passe sous Linux. En plus de ça, ils ont pris contrôle du panneau de contrôle d'administration qui était utilisé par Logbit et leurs affiliés. Donc Logbit, c'est un gang qui, sur des forums, sur le dark web, etc., proposait à des affiliés malveillants de leur fournir des outils pour rançonner moyennant commission, etc. Ils ont infiltré ce panneau d'administration et donc ils ont couper les communications entre Logbit et leurs affiliés et les victimes. Je parlais de rançon et de trolling. Ils ont affiché des images, ils ont mis des noms de fichiers du genre This is really bad, ils ont mis un compte à rebours qui annonçait la divulgation de l'identité du Logbit Sup, donc qui est on va dire l'administrateur de Logbit, qui d'ailleurs avait offert une prime de 10 millions de dollars pour toute personne qui arrivait à avoir une information sur son identité, en disant qu'il était déçu que le FBI ne lui ait pas mis
une rançon sur sa tête. Donc voilà, c'est assez intéressant. Alors l'ironie du sort, c'est que un des leaders de Logbit a révélé sur un forum de Dark Web en langage russe que la cause du hack en fait était une vulnérabilité dans le langage PHP. Et donc ça a encore plus augmenté la honte sur eux. Donc, Ceci étant dit, il y a également... Oui. Ceci dit, il y en a qui se frottent les mains, parce que je pense qu'ils avaient attaqué assez sévèrement certains centres hospitaliers, même en Belgique aussi, si je dis pas de bêtises. Hein, il y a quelques temps, en tout cas, on en avait déjà parlé de Logbit forcément, et donc ça a mis à mal quand même pas mal de systèmes informatiques, et donc dans le milieu hospitalier, avec tous les effets de bord que ça peut créer, on s'en doute. Là, on se dit quand même, bon, retour à l'envoyeur, bien fait pour ta tête, pour être poli. Vas-y. Je voulais rajouter, donc, les autorités ont déclaré avoir pris le contrôle de 14 000 comptes et de 34 serveurs situés dans plusieurs pays un peu partout dans le monde. Ils ont également arrêté 2 suspects en Pologne et 1 en Ukraine. Bon, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Il y aurait également 200 comptes de crypto-monnaies qui auraient été gelés ou saisis. Il faut savoir que Logbit, on estime les rançons payées à plus de 120 millions de dollars, 120 millions d'euros, au change près. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Ces rançons sont toujours demandées en crypto-monnaie, hein, si je dis pas de bêtises, pour les questions de traçabilité, etc. Donc, voilà. Enfin, j'ai envie de dire tant mieux. Ça fait un peu partie aussi du décor actuel où je pense qu'on met les bouchées doubles justement pour un peu contraindre ce genre de groupe avec tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la Russie, l'Ukraine, etc. Tu l'as cité un peu. Je pense qu'on remet un petit peu l'église au milieu du village et on met peut-être plus de moyens aujourd'hui qu'on en mettait il y a 1 an ou 2. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, et c'est peut-être pas plus mal finalement. Ouais, alors après, pour info, Logbit, c'était aussi à la base, c'était un soft qui mettait à dispo. Il mettait la version 3. Il y a eu quand même des grands noms qui sont tombés là-dessus avec eux, Thales, Postmobile, puis effectivement, il y a des hôpitaux, etc. Énormément de victimes. Parce que d'une certaine manière, moi, je suis pas un grand fan de ce type d'organisation. Même d'un point de vue, pas question éthique, parce que question éthique, bah là, effectivement, eux, il y en avait pas, hein, parce qu'attaquer les hôpitaux, faut pas vraiment avoir de problème pour venir, quoi. Mais il y a pas technologiquement, il y a pas vraiment de challenge. C'est pas le hacker qu'on avait dans les années 80. Pour moi, c'est plus la même chose. Il y avait des gars comme Mitnick, ça reste mythique. Le mec faisait du freaking, il a attaqué plein de grosses boîtes américaines à des moments où la techno était encore assez balbutiement, et donc il prouvait que c'était non sécure. Il l'a fait aussi à dessein, il a profité de son crime, mais t'avais une forme de c'était un peu comme Robin des Bois, tu vois. Une sorte de noblesse. Technologiquement, tu as fait une forme de respect parce que le mec avait fait quelque chose. Putain, il a quand même été loin dans l'analyse du truc et il a été trouvé le petit détail. Ici, finalement, faire des attaques d'extorsion, du ransomware, du DDoS. C'est ça, c'est la différence. C'est comme si tu vas racketter une petite vieille dans la rue, il n'y a aucune noblesse à ça, quoi. C'est juste des criminels. C'est pas son criminel. Donc c'est clair que c'est pas le gars un peu qui a 2-3 idées, enfin un type intelligent au fond d'une pièce noire qui fait son petit truc en disant tiens je vais pénétrer tel système et je vais le dire à tout le monde après et regardez je suis le plus fort dans mon domaine. Ici c'est vraiment fait pour gagner du pognon et pour financer certainement l'argent. C'est mafieux, aussi sans doute pour organiser et pour financer d'autres organisations derrière. Enfin voilà, c'est bien fait pour eux. J'ai envie de vous dire, moi je trouve que c'est voilà. Passons à la suite. P comme piratage, ça a pris P comme police.
On reste dans le même thème. Il paraît qu'on peut entendre nos empreintes. Mon doigt, il peut entendre. Okay. D'ailleurs, je voudrais tout de suite nous excuser, hein, c'est qu'effectivement, le I est avant le O, mais néanmoins, comme c'était 2P, Oui. on s'arrange parfois un petit peu avec l'alphabet. Hein, oui, bien sûr. Moi, je m'inquiète plus de ça. Hein. Voilà. Et après, on fait le B. Hein, oui. Parce que, voilà. Hein, il n'y a pas tellement longtemps, on m'a mis un 1 aussi. Bah voilà, dans l'alphabet. C'est l'alphabet étendu. Si tu veux, en fait, je peux changer, on peut faire pas piratage, mais pratage, mais c'est pas piratage, tu vois, avec une apostrophe, faire quelque chose, quoi. Donc, piratage les empreintes. Il y a piratage. Ouais. Oui, piratage. L'ambiance. Alors, si, c'est un truc... un article que Sébastien, l'autre Sébastien, nous avait publié et qui m'a fait beaucoup sourire parce que je trouve ça effectivement, tu dis les mecs quand même, ils ont été si chauds ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à écouter nos empreintes. Je dis, mais écoutez mon empreinte, c'est comme le hack à l'époque où un mec avait réussi à faire passer des données sur, alors ça en a plus ça, évidemment, mais c'était la LED du lecteur de disquette ou du power ou du modem ou du modem. Et donc à distance il faisait passer des datas là-dessus et ça, je trouvais ça remarquable d'ingéniosité. Les mecs ici c'est quand même d'un très haut niveau aussi et c'est des chercheurs chinois et américains, quoi, ils savent travailler ensemble hein, quand ils veulent. Qui ont fait une attaque sur le simple fait d'utiliser ton empreinte. Alors donc c'est le système AFIS, Automatic Fingerprint Identification System, que tu utilises bêtement sur ton téléphone hein, ou tout autre système, mais 99,99% des fois c'est sur ton téléphone. Et les mecs se sont dit, en fait quand tu le passes sur ton téléphone, ça fait du bruit. Alors c'est vrai que si vous prenez vos doigts et que vous passez l'un sur l'autre, vous sentez bien la rugosité, il y a une forme, il y a un petit truc. Eh bien, ils se sont dit, si on écoute très, voilà, avec un super bon micro. ASMR. Et voilà. Je vais exagérer un peu. C'est fini. Marc, tes empreintes, on peut copier tes empreintes. Tu viens de perdre tes empreintes. Oui, c'est surtout l'empreinte de la bonnette, hein, pour le coup. Et donc, avec toute une série d'algos qui sont quand même assez costauds et qui parlent certainement plus à David qu'à moi, les mecs ont réussi, en reprenant l'audio, à recréer l'empreinte pour pouvoir bypasser le système d'identification. Alors, ils font pas du 100%, ils arrivent, l'attaque, à 27,9%. Mais néanmoins, une chance sur 3 de réussir à bypasser un truc juste en écoutant ton doigt passer sur ton téléphone à quelques mètres de toi, je reste quand même assez admiratif du truc. C'est les chercheurs, et donc ils ont écrit le tool, et ils ont publié le tool. Hein, donc c'est devenu une attaque qui est du coup publique. C'est dingue. On peut s'attendre à ce que ce soit utilisé, c'est utilisable. Le truc est connu, ils ont expliqué tout le truc, et tout le code et l'outil est dispo. Donc voilà, maintenant l'authentification par une empreinte, c'est un petit peu moins sûr qu'avant. Mais j'imagine à partir de maintenant, quand tu mets ton doigt sur ton smartphone, tu cries très fort pour pas qu'on entende ton doigt. C'est exceptionnel. Je trouve rien que l'idée de se dire on va écouter l'empreinte. Et il faut avoir bu un verre de trop. Hein, et déjà, oui. Il faut avoir de la suite dans les idées. C'est très particulier. C'est nettement moins définitif et handicapant de couper le doigt de la personne. Hein, tout à fait. Faut être voilà. Donc. Et du coup, c'est à distance. Tu vois, tu peux le faire. Sans tu vois. Voilà, c'est pas moi. Et donc, si vous voyez un mec bizarre avec un gros parka et qui a un micro dirigé vers vous quand vous jouez avec votre téléphone... un gros micro. Un gros micro. Voilà. Mettez... Voilà. Pas. C'est très particulier. C'est assez dingue parce que c'est le genre de truc dont on
peut pas se douter, ou voilà. C'est... Ah oui. Ça, je suis sûr que vous n'allez pas trouver dans un média traditionnel, hein, parce qu'il faut l'expliquer. Hein. Déjà, il faut l'expliquer. Oui, c'est ça, il faut arriver à l'expliquer. Il faut y croire, surtout. Parce qu'à un moment donné, nous ne sommes pas le 1er avril. Non, ça aurait pu. Mais voilà, c'est particulier. Et c'est j'allais dire tous les doigts. c'est le seul plus. Voilà. Oui, forcément, puisque c'est l'empreinte digitale. Mais ils n'ont pas dit qu'ils avaient cassé l'empreinte d'oreille, parce que l'empreinte d'oreille est aussi une empreinte unique. Oui, mais je me vois mal après aller. Tu veux déverrouiller ton téléphone, tiens dans l'oreille. Ou l'iris de l'œil, etc. Oui. Ça aussi, ce sont des données biométriques, apparaît-il, qui sont exclusives à chacun d'entre nous. Mais ça, tu peux comprendre qu'en faisant une photo, on peut essayer de pirater le truc. Hein, avec tellement de bonne qualité aujourd'hui, tu pourrais t'imaginer que c'est plausible. Ouais. L'empreinte, à distance, je trouve ça quand même... Voilà. J'étais impressionné, j'ai beaucoup rigolé, donc je voulais partager. J'imagine. David, je suis un petit peu sceptique. Comme la fosse. J'aimerais le voir pour le croire. Eh ben écoute, moi je voudrais surtout l'entendre. Alors, si vous voulez, il y a sur le site que vous trouverez sur les technos comme d'hab, il y a des exemples de fichiers audio qu'ils ont utilisés, et il y a les liens vers Print Listener qui est le tool qu'ils ont fait. C'est voilà. Donc c'est là, c'est à essayer si vous avez une soirée à perdre. C'est quand même assez... C'est particulier, une fois de plus. Je sais pas où vous avez été chercher vos news cette semaine, les garçons. Je sais pas. Mais oui, c'est fume pas trop en cachette. La lettre S, comme Sailor. My Sailor is rich. Voilà, c'est celui du Sébastien, avec un titre comme ça, je vais loin. Hein, le Bitcoin n'est pas un asset, c'est lui la stratégie de sortie. C'est ça. C'est ça le truc, hein. Donc vas-y. C'est exactement ça. Mais c'est pas un truc que t'as rabiscoté avec une blague. Non, c'est vraiment le contenu du truc. Voilà. Alors Michael Saylor, peut-être que je rappelle qui c'est. C'est le boss de MicroStrategy. MicroStrategy, c'est qui ? C'est une grosse boîte américaine qui fait quoi ? En plus de software, je sais même plus s'il fait encore autre chose. Il se fait surtout plein de c'est un éditeur de logiciels d'informatique décisionnelle. Donc ça, personne n'en a jamais rien eu à par contre, le mec, c'est un grand fan de Bitcoin, de crypto, et surtout de Bitcoin, et il achète, et il achète encore de Bitcoin. Donc aujourd'hui, la société, elle a quand même 190 000 Bitcoins. Donc quand je dis qu'il achète, il en achète. Ah oui, c'est un achat. C'est pas juste un ou deux. Si je faisais les 190 000, c'était un long numéro pour le jogging. Hein. Et donc il a eu un prix moyen d'achat de $31 000. Donc même quand le truc s'était éclaté pendant 2 ans, tout le monde disait c'est fini, c'est mort, ce sera plus qu'un dollar ton truc. Le mec il continuait à en acheter. Et donc effectivement il a un prix d'achat qui est assez bas par rapport au prix actuel, hein, plus de 40 entre 45 et 50, ça dépend des jours, de l'heure, etc. Et du sens du vent. Aujourd'hui ça souffle. Et donc il a pour plus de 10 milliards en caisse, et ça fait 4 milliards de profit. Donc après, s'ils vendent les 10 milliards, le truc va s'éclater et il sera dans la merde. Mais il a quand même 4 milliards de profit. Et donc tout le monde regarde toujours MicroStrategy en disant ok, il achète, il vend, s'il achète c'est bon, s'il vend on est tous dans la jusqu'au cou. Et le mec, il faut avouer ce qu'il est, il a une forme de burn sévèrement burné. Hein, c'est assez costaud, parce qu'il a quand même été investir 6 milliards, on compte bien, hein, 10-4, 6 milliards de fonds, c'est quand même, c'est pas ridicule. Et alors, il y a un point souvent dans tous ceux qui jouent avec de la crypto, où tu te dis, l'une des questions c'est, tu le gardes longtemps ou tu le vends, ou si tu le gardes, quand est-ce que tu le vends, à combien tu le vends. C'est la question, à combien tu le vends. Là, c'est comme quand tu as une action, à combien tu le vends. Et c'est ça que je voulais reprendre, parce que l'interview ici était assez... les extraits sont assez intéressants pour comprendre la mentalité du gars. Le gars, il dit, moi je veux pas vendre, le Bitcoin, c'est la stratégie d'exit.
C'est ça. Il dit, pour lui, c'est pas le Bitcoin qui va s'effondrer, c'est la monnaie fiat. Et donc il dit, je veux avoir du Bitcoin parce que le monde de demain, ce sera ça la référence. Et donc, il a raison, il a tort. Ah, bonne question, le futur nous le dira si on est vivant d'ici là, si on n'est pas tous morts. Mais c'est un contre-pied que peu de gens prennent et qui est intéressant juste à imaginer autour d'un café, d'une bière ou quoi que ce soit, en disant, et si effectivement c'était la monnaie d'échange de demain. Alors, tu vois, c'est tout de le dire quand tu as l'équivalent de 200 € en crypto sur un compte, tu vois, pour t'amuser, et plusieurs milliards. Là, c'est deux choses différentes. Enfin, je veux dire, ta bière, comme tu vois, le moment où tu vas picoler ta bière et que tu dis, tiens, je pense qu'on va les garder, les bitcoins, parce que c'est la fin du monde, c'est pas la même chose qu'avec 6 milliards qu'avec 200 €, quoi. Tout à fait. Voilà. Mais le mec, j'apprécie sa prise de position. Après, que ce soit ou pas stratégie d'exit, je donnerai pas mon avis ici. On fait pas de... Pas perdant, pas gagnant pour l'instant, ça passe quand même. Il a rien vendu. Tant qu'il a rien vendu, il a pas perdu, il a pas gagné. C'est juste une valorisation. Mais ce mec prend des décisions qui sont quand même assez couillues. Et contrairement à d'autres qui ont beaucoup joué avec la crypto, lui reste stable dans son cheminement, il sait où il va, et c'est pas le mec qui lundi va te dire je vends tout, ou il faut le garder, et qui le mardi en chemin aura tout vendu. C'est un idéaliste, et il a ses défauts, hein, il dit pas, voilà, mais c'est un idéaliste, et après, voilà, il y en a qui doivent, on a besoin de ça aussi pour refaire le monde. Et voilà, je ne sais pas si d'une certaine manière j'ai pas envie qu'il ait raison, parce que c'est peut-être pas une mauvaise chose. Il faut qu'on ait une monnaie d'échange sur laquelle on soit tous d'accord. Oui. Et est-ce que ça doit toujours être le dollar ? Bon, aujourd'hui, effectivement, il y a un challenge sur le dollar. Il y a un challenge sur le dollar. Est-ce que ça doit toujours l'être ? Peut-être que non. Est-ce qu'il y a quand même pas mal de pays dans le monde qui, tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, ça se fait progressivement, mais là ça s'exacerbe, veulent prendre leur distance avec le grand méchant américain, et qui serait tout à fait prêt de changer de monnaie d'échange, qu'est le dollar encore aujourd'hui, mais pour d'autres monnaies. Voilà. Après, il faut voir les raisons politiques sous-jacentes, etc. Ça, c'est un tout autre débat évidemment, mais ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs idées. Hein. Rien n'est définitif finalement. Tout à fait. Donc voilà, réfléchissez autour d'un verre, d'un café, en pensant à nous et en parlant de nous à vos amis. Qu'est-ce que vous feriez si demain le Bitcoin était la monnaie de référence et que du coup on se l'échangeait de temps en temps contre des euros parce qu'on doit payer que des euros dans un magasin? Je serais mal parce que j'ai que 200 €, l'équivalent de 200 €, moi. Voilà. Je vais pas loin avec ça. On va vite consommer tout ça pour avoir quelques bières. Hein, oui, c'est juste bien pour payer la bière, en fait. En parlant de café, oui. Il me fait penser juste un peu à McCafé. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu des comparaisons entre deux, sauf que oui, McCafé. Mais bon, on parlait de café autour d'un café. Voilà. On l'a compris maintenant, c'est bon. Voilà. Sauf que lui, il n'est plus là, et lui, il était couillu de justesse. Ouais. Oui, il sait. Enfin, on l'a suicidé. Ouais. D'une certaine manière. C'est un peu ça. Mais c'est un café chez McDonald's. Hein. Ou alors il s'est laissé mourir de faim. Un McCafé. Oui, bon. On a perdu la moitié des gens qui nous écoutent, c'est triste. Revenez. On va vous parler d'autre chose. Mais il se ressemble un peu en plus. Oui, il y a quelque chose. Oui. C'est peut-être lui. Oh, le truc, c'est Mike. Il est revenu. Ouais. Il y a des faux airs d'Elon aussi, hein. Mais bref, passons à la suite. VMware, puisqu'on est à la lettre V, David, et qu'après ça on attaquera notre dossier. Est-ce que c'est la mort de VMware à terme, David? C'est la question qu'on peut se poser vu l'actualité de la semaine. C'est la question qu'on peut se poser, c'est la question qu'on se posait quand Broadcom avait annoncé le rachat de VMware qui était officialisé, je pense que c'était fin novembre. Et toutes les craintes qu'on a avancées se sont
sont en train de se matérialiser. Donc voilà, Broadcom, depuis le rachat de VMware, a fait de gros changements, dont suppression des licences fixes et de mettre en place des systèmes d'abonnement. Bon, on va dire, tout le monde le faisait un petit peu. Oui, c'est ça. Une augmentation très significative des coûts observés pour les fournisseurs de services gérés, les MSP, qui fournissent en principal les petites et moyennes entreprises. On parle d'un coût pour ces MSP qui pouvaient avoir une licence VMware de 50 à 70 000 $, 70 000 pour les Français, en pouvant avoir des machines qui gèrent de 500 à 600 cœurs. Eh ben là, ils ont changé les règles. À partir de maintenant, pour avoir accès au programme, le Virtual Cloud Service Provider, le VCSP, à moins de 3500 cœurs, ils disent merde. Donc VMware, Broadcom, ça les intéresse plus. Donc voilà, si vous voulez utiliser leur service et que vous aviez une licence qu'on payait déjà très cher, de 500 à 600 cœurs, ben maintenant il faut payer au moins pour 3500 cœurs. Donc les 50 à 70 000 $ deviennent 650 000 $ après ristourne. Donc cette hausse de prix est d'un facteur à peu près 10. Donc ça va mettre toutes ces petites et moyennes sociétés dans une situation intenable. D'ailleurs, plusieurs personnes qui étaient assez haut placées au niveau de VMware se sont un petit peu indignées de ça en disant que c'était en quelque sorte un suicide de la part de Broadcom, qui apparemment n'en a rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est se faire le plus de pognon rapidement, et ce qu'ils vont faire, ils vont pousser les gens à aller voir ailleurs. Et pour mettre un dernier clou sur le cercueil, ils ont dit l'hyperviseur ESXi qui était gratuit dans votre cul. Il n'y a plus, et il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution. Il n'y a pas dit ça. Il n'y a aucune solution. Bon, ils l'ont pensé. Oui, mais toi, on l'a pas entendu. Okay. On l'a pas entendu. On n'entend rien par là, de toute façon. Donc, il faut faire attention à ça. C'est juste ça. Désolé. Mais voilà. Mais enfin, voilà. Tout ça pour dire que, oui. Et donc, il y a aucune solution de remplacement de la part de VMware, qui pourtant, dans le passé, avait fourni pas mal de produits. Et en fait, fournir un hyperviseur gratuit est une très bonne stratégie, parce que toutes les personnes, les étudiants, les développeurs qui utilisent ça, le jour qu'ils sont dans le monde professionnel, ils connaissent ça, et donc ça devient des clients. Et donc maintenant, voilà. Changement de stratégie. Tout le monde est en train de se poser la question qu'est-ce qu'on va utiliser à la place. Oui, ça c'est un autre problème effectivement pour les petits et les moyens comptes, mais leur stratégie c'est de s'orienter vers uniquement les grands comptes, ceux qui savent payer, et de leur faire payer cher et vilain, et pour le reste pas s'embarrasser de petits clients entre guillemets, même si c'était quand même un budget, hein, mais ils vont faire fuir les gros comptes aussi, à mon avis. Et je sens que Sébastien pense déjà à un remplaçant. Ah bah oui. Alors déjà, juste pour info, quand même, parce que MSP, je ne connais pas le truc, et c'est Managed Service Provider, oui. Mais en Belgique, c'est aussi, c'est surtout c'est peut-être utile pour les gars de Broadcom, c'est les maisons de soins psychiatriques. Aussi, donc voilà, il y avait peut-être un truc. Ouais. Alors sinon, oui, en libre, bien sûr, il y a plein de trucs. Il y avait à l'époque VirtualBox, mais là, c'est dans les mains d'Oracle. Et on est toujours en train de se dire qu'un jour, Oracle, on va se la prendre tout pareil, comme disait David, hein, au même endroit. Ouais. Et donc, il y a un truc 100% le mauvais. Et il y a voilà. Il y a un truc libre qu'on utilise depuis, nous, des années au boulot, qui est super utilisé, qui est, pour moi, le NEC, c'est QEMU.
donc QEMU, c'est QEMU.org. Vous installez ça, sur une machine sous Linux avec juste Package Manager. Puis vous avez des petites interfaces pour créer les VM. Ça marche, mais c'est admirable. C'est une simplicité enfantine. Et vous faites tourner tout ce que vous voulez là-dessus, quelle que soit l'archi, ARM, x86, enfin tout est là. Et c'est libre, non, c'est 100% libre. Il me semble que tu nous avais déjà parlé de cette solution-là quand on avait fait une série de hors-série il y a très longtemps, trop longtemps d'ailleurs, il faudra s'y remettre un jour, de séries de hors-série sur les logiciels libres justement. Je pense que tu en avais parlé à cette époque-là. Si on fouille dans les archives, vous retrouverez ça normalement dans nos hors-séries consacrées aux logiciels libres, me semble-t-il. Si c'est pas le cas, il faudrait qu'on y réfléchisse quand même, parce que c'est intéressant. Il y a plein de... Si vous n'avez pas envie, que vous trouvez ça trop compliqué d'installer ça sur votre Windows, parce que ça tourne aussi sur Windows, mais c'est quand même surtout un monde for Linux. Il y a des ISO, vous pouvez faire tourner ça sur des clés USB ou des... ou des CD si vous avez encore. Et c'est la même techno qui est embarquée dans pas mal de distributions, et sur un truc dont on a déjà fait aussi pas mal de numéros, c'est sur les NAS Synology. C'est aussi la même techno qui est utilisée, vous retrouvez vraiment ça partout. Voilà. C'est juste... c'est simple. Bon. Et vous n'aurez aucun risque. VMware, là, enfin en tout cas Broadcom nous donne l'occasion de parler justement de ce qui est logiciel libre, ce qui finalement, ils ont bien fait leur truc. Tu vois, parce que ça donne l'opportunité de parler d'autres choses, puisque nous on paiera pas leur abonnement, hein. Même si d'un point de vue stratégique et économique, c'est pas totalement idiot de mettre ça sous forme d'abonnement. Mais même les licences, quand on est passé sous DVM, on avait fait venir un gars de VMware. Quand il a sorti les prix, il a dit tu as vu la boîte dans laquelle tu es ici, tu trouves pas que tu as beaucoup trop de zéros dans ton truc c'est pris ta voiture ils ont rajouté un zéro de plus. Oui, c'est ça. C'est tu rajoutes un processeur, tu rajoutes de la mémoire, tu rajoutes un cœur, et dit, mais ça c'est encore un peu plus cher. Au plus toi tu mets de l'argent dans ton PC, parce qu'en plus tu veux que ça fonctionne. Merde. C'est une politique un peu particulière, mais bon voilà, on verra bien ce qu'il en adviendra. Mais des solutions de dégagement existent, donc autant le savoir. On arrive au bout des news de cette semaine, en tout cas de celles que vous avez sélectionnées, les gars. Il est l'heure maintenant de passer au dossier que vous avez choisi cette semaine. On va parler de GPU. On va parler de GPU dans notre dossier de la semaine. Nvidia, AMD, Intel, sont des noms que tout le monde connaît évidemment, et régulièrement on vous en parle dans nos épisodes, souvent à la faveur du passage parmi nous de David, hein, qui suit cette actualité de très près. Nvidia, c'est peut-être le nom qui revient le plus souvent, encore plus maintenant, parce que au niveau capitalisation, je pense qu'ils ont dépassé tout le monde. Mais AMD, Intel ou même d'autres ne sont pas en reste, manifestement. Le GPU, c'est une histoire à la base de pépettes, de gros sous-sous. C'est qui s'y colle? Pour commencer, c'est Sébastien. Yep, et donc tu le disais, effectivement, c'est devenu une grosse valo. On commence par ça, et c'est l'actu de la semaine. Nvidia qui a présenté ses chiffres hier, je pense même, et qui a fait largement, je pense que c'était plus de 40% au-dessus des estimations, enfin c'était des records on dirait qu'ils sont surpris eux-mêmes. Alors que les chiffres qu'ils avaient annoncés qu'ils allaient atteindre étaient déjà exceptionnels, et donc voilà, c'est encore un envol à plus de 2 chiffres sur l'action en une seule journée, et donc c'est devenu la 3e société la plus valorisée au monde, sachant que les 2 premiers c'est Apple et Microsoft. Donc voilà, ils valent beaucoup. Oui. un petit peu moins de 2 milliards, mais voilà, c'est en capitalisation boursière. C'est quand même assez énorme, oui. Voilà, la même action, sachant que ça n'ont pas fractionné, si tu achetais une action à $40 en 2019, il y a 5 ans, $40, je répète, elle vaut aujourd'hui $700. Ouais.
Donc, t'as Et- presque fait x20 en 5 ans. C'est assez hallucinant. Pourquoi j'en ai pas acheté? Pourquoi? Si Tu t'en as nous fais acheté du pour mal. 1000 balles, ce qui n'était pas beaucoup, ça te fait 20 000 Oh. balles. C'est- Si tu et mets le, toutes tes économies, t'as 20 fois voilà, plus. tu mets 1 million, t'as 20 millions. C'est dingue. Mais bon, voilà. Et donc, c'est des records absolus. Et à chaque fois qu'on regarde l'action, qu'on voit le cours, tu dis, c'est pas possible, il va y avoir une correction. Et en fait, Oui. non, pas vraiment. Leur valeur est vraiment à ça aujourd'hui. Quand tu vois les résultats, c'est une des rares actions, parce que souvent dans les actions américaines, les boîtes sont survalorisées, donc la valo des actions ne correspond pas à leur chiffre d'affaires et à leur EBITDA, Mhm. et donc ça a peu de sens. Mais ici, les mecs, c'est comme s'ils avaient trouvé un gisement d'or et ils sortent de l'or, des barrettes et des barres de barres d'or tous les jours. Ils font des bénéfices exceptionnels. Donc c'est vraiment une machine à cash. Et tout ça parce qu'ils ont réussi leur challenge technologique qui est on fait des GPU, mais on, ils- on sort du scope de ce que le mec voulait. Enfin, Oui. eux, c'est ce qu'ils voulaient à la base, mais on sort de. C'est pas une carte graphique pour faire du jeu, c'est une carte C'est un graphique processeur à part pour, entière. pour- pour tout. Oui, C'est c'est pour ça. du grille-pain au PC. Et donc, on reviendra sur les usages, mais voilà, ils ont réussi leur pari. Félicitations, les mecs sont brillants. Et donc voilà, c'est maintenant la troisième plus grosse valo. De nouveau, ceci n'est pas un conseil financier. Je ne vous dis pas d'acheter des actions Nvidia, mais Trop tard. c'est presque aussi bien que le Bitcoin, hein, x20 en 5 ans. C'est ça. Mais c'est vrai que ça fait tout drôle aujourd'hui de dire. Enfin, il y a quoi, 5 ans, quelque chose comme ça, quand on disait oui, pour faire tel travail qui n'a rien à voir avec du graphisme, il te faut un gros GPU. C'est un peu contre-intuitif. Je dis, mais pourquoi un GPU pour faire ce travail? Alors que finalement, c'est un processeur qui a une architecture particulière et qui permet de faire des calculs particuliers. Justement, les usages, on va en parler avec David. C'est ça l'évolution, une évolution particulière qui va du graphisme 2D à plein de choses jusqu'à l'intelligence artificielle, David. Oui, donc une petite historique. Les ordinateurs avaient besoin d'afficher des données. Et donc, fin des années 1970, on a commencé à avoir des puces qui étaient dédiées à l'affichage graphique, parce que avant ça, il n'y avait pas de mémoire d'affichage, et donc ce qui était affiché sur l'écran était calculé en temps réel avec le traçage du canon électron sur l'écran. Et donc c'était assez sportif, mais c'était quand même techniquement assez intéressant. Et puis ils ont sorti des puces avec un peu de mémoire VRAM ça commençait sur des consoles style Atari 2600. On a utilisé ça sur les bornes d'arcade, parce que le jeu vidéo a quand même été quelque chose qui a fait évoluer la technologie graphique, et des cartes professionnelles faites par IBM, les cartes MDA, qui étaient des cartes hors de prix. Qui permettait de faire l'affichage de texte, d'avoir une mémoire avec les fonds graphiques, etc., et de pouvoir traiter ça de manière séparée. Après ça, dans les années 80-85, il y a 3 Hongkongais qui ont décidé de fonder une société qui s'appelait Array Technology Inc. Alors, qui c'est ça? C'est ATI. ATI, qui est un des acteurs restants, vu que ATI s'est fait racheter par AMD. Donc ils ont sorti des bonnes cartes. Ils ont équipé des puces qui étaient sur des Commodore. Ils ont sorti des cartes CGA, des cartes EGA. Il faut savoir que dans la moitié des années 80, une carte EGA, c'était les premières cartes qui permettaient d'afficher 16 couleurs, 16 couleurs avec du texte en couleur et une résolution qui était de 640 x 200, je pense, un truc comme ça. C'était pas énorme. C'était $500 à l'époque, ce qui fait à peu près $1000 aujourd'hui. Donc on dit que les cartes graphiques aujourd'hui sont très chères, mais
c'était pas si bon marché à l'époque. Après ça, il y a eu pas mal d'acteurs qui sont entrés en jeu. Pour donner quelques noms, on a Trident, si ça vous rappelle quelque chose. SIS, Realtek, Hawk Technology. On avait toutes ces cartes graphiques 2D. Il y avait également AMD qui a fait, avant d'avoir acheté ATI, qui a fait aussi des cartes graphiques. Il y avait Western Digital. ATI a été un très bon acteur. Ils ont fait les premières cartes VESA, qui étaient les cartes Super VGA, les ATI Mac 8. Ils ont commencé à faire autre chose que simplement afficher des choses. Ils ont fait du traçage de lignes en hardware, du remplissage de formes, la gestion des sprites, donc on va dire des petits éléments graphiques qui sont réaffichés en hardware. On a eu la société S3, qui ont été très bons à l'époque. SGI, Silicon Graphics, qui a ouvert le standard OpenGL. Microsoft qui a fait la compétition avec son Direct 3D. Il y a eu un petit combat que Microsoft refusait les drivers OpenGL dans Windows 95. On a eu ensuite 3DFX, une société qui a décidé de faire des cartes d'accélération 3D qu'on devait câbler sur une carte 2D avec un petit câble VGA passe-trou, et en fait sur l'affichage de la carte 2D, il y avait un écran, un green screen pour faire l'affichage 3D au-dessus. Et après tout ça, il y a 3 ingénieurs qui se sont vus dans un café. Un ingénieur de LSI, Sun Microsystems, et Microsystems, de qui on vient de parler, donc Jensun Huang, avec Krimajalowski et Curtis Priem, qui ont eu une vision. Et ils ont eu une vision, ils ont dit, nous, on veut créer des processeurs qui vont faire plus que simplement du graphisme, et ils ont eu la vision de l'intelligence artificielle, des APU, du computing et tout ça, et ils se sont dit, mais on va jamais y arriver aujourd'hui avec la technologie actuelle, et ils ont misé sur le gaming comme levier d'action pour arriver à leur fin, et ils y sont arrivés. Parce que effectivement, si la carte graphique s'est popularisée, et la carte graphique quand même qui coûte des sous, hein, c'est par le jeu vidéo, essentiellement. Or, on le sait, la carte graphique, elle ne sert pas que aux jeux vidéo aujourd'hui, avant non plus. Elle ne sert pas que ça, non. Mais la carte graphique permet de faire pas mal de trucs. Tu peux nous en dire plus, Sébastien, je pense. Oui, alors oui, c'est moi. Juste avant de répondre concrètement à ta question, David me fait... c'est la séquence nostalgie. Moi, quand il fait toutes ces marques, je sais pas toi, Marc. Ça fait bizarre de se rappeler ces noms-là. C'est ça. Alors les ATI, j'avais eu une ATI avec un tuner. C'était, je sais plus comment elle s'appelait. David l'avait vu aussi. C'était une ATI. All in Wonder. All in Wonder, oui, magnifique. Cette carte était exceptionnelle. Et une S3 Trio. Il y a sorti. Pas tous en même temps. Parce que du coup, on vous comprend pas. On sent une certaine excitation. Hein. C'est comme dans Sound Blaster. C'est l'équivalent au niveau de l'image, quoi. Ça fait partie. Il y a un nom qu'il a pas cité, c'était Matrox. J'ai eu une Matrox G400 parce que c'était la première carte qui supportait plusieurs écrans. Et j'étais fou, je pouvais mettre plusieurs écrans sur mon PC. Aujourd'hui, tout le monde se dit, bah oui, tu mets 2 écrans, connard. Oui, mais à l'époque, on pouvait en mettre un. Une aussi, et c'était exceptionnel. J'avais deux 17 pouces sur votre bureau, ça prenait toute la place sur le bureau. Oui, parce que c'était profond de quasi 1 mètre. Moi, j'avais un 20 pouces. Et tu terminais tes soirées avec des yeux comme des boules de billard avec tes 2 écrans 17 pouces, et t'étais tout content. Mon bureau n'a pas changé, lui, il n'a pas évolué, donc il fait 2 mètres sur 1 mètre exactement. Et mon écran, je savais mettre tout juste mon clavier devant. Et il dépassait tout juste, donc c'était énorme. Et je pouvais en mettre 2.
Voilà. Et donc c'est un peu la question à tous les auditeurs. Je voulais aussi, qu'est-ce que vous avez eu vous aussi, Oui, remémorez-nous oui. toutes ces vieilles cartes, ressortons tous ces vieux noms, parce qu'il y a la S3 Trio, c'est magnifique. Mais effectivement le GPU, oui. Et en plus, en le disant, moi j'ai les logos qui me reviennent en tête parce que vous les aviez en couverture de tous les magazines informatiques, Computer Magazine, etc. Régulièrement, et on recevait des CD aussi avec des trucs. Ah, si vous aviez la nouvelle carte ATI, vous pourriez regarder cette vidéo. Donc c'était un peu tous les problèmes de driver de l'époque, on en a eu, parce que ATI, mon Dieu, ça a été les sagas pendant des... tu lances un jeu vidéo, ta configuration était explosée, donc voilà. À l'époque, voilà, leur tuner marchait encore mieux sous DOS que sous Windows. Sous DOS. C'était des trucs de fou. Donc le GPU, qu'est-ce qu'on en fait d'autre à part le gaming? On en fait alors il y a que quelques cas à reprendre, parce que sinon le dossier on est parti plutôt sur la nuit. Évidemment, il y a tout ce qui est très lié au graphique, édition vidéo, rendu graphique 3D. Bon, là, tu te dis que c'est fortement lié. C'est assez logique, ça en découle. Du machine learning, donc là on est vraiment sur l'intelligence artificielle, on va utiliser le GPU et tous les petits cœurs, parce que c'est ça le principe du GPU. Toi tu as un CPU avec un cœur ou 8 cœurs ou 16 cœurs, le GPU tu vas avoir des centaines de cœurs, mais ils vont avoir beaucoup moins de fonctionnalités, du moins ça c'était à la base qu'un CPU. Maintenant ça devient, ils embarquent un nombre incroyable d'instructions, donc ça a aussi énormément évolué là-dedans. Et donc tu as des instructions spécialisées pour faire du machine learning, pour de l'IA. Le minage. Et le minage, parce que là, tu as aussi des instructions, tu vas pouvoir aller faire de la cryptographie, mais qui permet après de faire du coup du minage pour de la blockchain. Et donc effectivement, ça a été fortement utilisé. Ça l'est toujours. Dans pas mal de blockchains utilisent encore des GPU pour faire le minage, donc les calculs. Au plus tu as on en est un peu revenu, parce qu'il y a un coût énergétique, on va dire, inhérent à la structure même de l'architecture, qui fait que c'est moins rentable aujourd'hui que ça ne l'a été dans le passé. Donc des fermes de minage, c'est pas une question de rentabilité, mais c'est toujours largement utilisé pour. Et en professionnel, il y a plein d'autres utilisations. Il y a aujourd'hui, c'est pas encore super, c'est développé, mais c'est pas encore le marché n'a pas encore complètement switché vers ça. C'est tout ce qui est base de données, parce qu'aujourd'hui une base de données en général c'est des performances CPU, donc tu vas prendre une base et tu vas faire un calcul sur toujours les mêmes données, et tu vas peut-être éventuellement utiliser 2 cœurs pour aller plus vite. Le GPU, tu vas prendre les mêmes données, si tu en as 400, boum, tu vas foutre les 400 cœurs et tu as la réponse tout de suite. Et donc, mais le problème du GPU pour ce genre de software, c'est que tu dois tout réécrire. Tu peux pas juste dire je vais le recompiler, ça va aller plus vite, j'ai plus de mémoire, ou mon GPU CPU il va plus vite, ou j'ai 1 ou 2 instructions que le compilateur va utiliser pour toi et qui va te permettre d'aller plus vite. Non, la programmation GPU, ça n'a rien à voir. Tu vas avoir vraiment plein de petits cœurs qui vont travailler pour toi, et donc tu dois voir ça. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a des langages qui sont prévus pour, etc. Mais donc il y a beaucoup plus de choses, mais c'est pas les mêmes paradigmes. C'est ça. Tu as évacué un peu vite l'aspect vidéo et rendu 3D. Aujourd'hui, si on a des décors virtuels en télévision qu'on voit régulièrement sur les plateaux pour agrandir le champ, pour virtualiser le décor, parce que ça coûte finalement moins cher d'avoir un décor virtuel, quoique ça peut encore se calculer, que d'avoir un décor réel fait de peinture, de plâtre, de clous, etc. Aujourd'hui, ça se fait en temps réel, avec des caméras qui asservissent par leur mouvement des systèmes de rendu pour que la parallaxe du décor suive le mouvement de la caméra, etc., pour que ce soit le plus réaliste possible. Ça, c'est possible aujourd'hui grâce à des coûts, pour le coup, de batterie de cartes graphiques. C'est important de le dire aussi. Et ce qu'on fait, nous, ici, aujourd'hui, avec l'aide du software VMix, par exemple, sans une carte graphique avec du GPU et avec de la mémoire, de la VRAM, ce serait juste pas possible. Donc, c'est ça aussi qui a fait évoluer le business de la vidéo quelque part, et la vidéo grand public en plus. On en parlait avant, et comme ça je vais pouvoir aussi relancer David. Ça me faisait un peu penser, mode nostalgie, au coprocesseur à l'époque. Oui, c'est ça, oui. Et on est un peu à ce moment-là de l'histoire. Oui, c'est un peu ça. Oui, coprocesseur, oui.
David. Oui, La suite. on en a parlé juste avant, oui, au début, pour faire des opérations mathématiques, on devait acheter un coprocesseur mathématique qui coûtait très cher, et qu'aujourd'hui, oui, les processeurs ont des coprocesseurs, mais les cartes graphiques ont une puissance de calcul qui est phénoménale. Marc, tu parlais de la vidéo, c'est aussi un point que j'avais relevé, c'est la compression et la décompression Aussi. matérielle, parce qu'au tout début de la TV digitale, des DVD, des vidéos CD, etc. Un encodeur MPEG, ça coûtait la peau des fesses. C'était pas bon marché du tout. Maintenant, on a des cartes graphiques qui font de l'encodage avec des codecs qui sont super performants. On parlait avec Sébastien, je revenais plus sur le nom, c'était l'AV1, qui est un codec open source, qui est nettement plus efficace que l'H264. H265, c'est discutable, mais c'est open source. Et on peut maintenant, sur les derniers drivers NVIDIA, on sait faire 8 transcodages simultanés, même sur les cartes d'ancienne génération. Donc, au point de vue compression, décompression matérielle, c'est assez impressionnant. Efficace. Tout à fait. Oui. On va avancer un petit... Oui, vas-y, je termine. Vas-y. Oui, et alors, derrière ça, aujourd'hui, on a des GPU dans nos smartphones qui font de l'upscaling en temps réel. On regarde des vidéos pourries en 480p et on se rend même pas compte que c'est des vidéos pourries parce que ils les ont améliorées. Et je m'en suis rendu compte récemment. Je me suis dit, mais il me semblait que ces vieilles séries de Stargate SG1, c'était moins beau dans le passé. Et puis je regarde, oui, mais l'upscaling hardware était activé par défaut. Et en effet, j'ai comparé avant-après, c'est nettement mieux. C'est le genre de technologie qui a effectivement fait aussi évoluer cet aspect-là des choses, que ce soit en image ou en son d'ailleurs, parce que le son n'est pas en reste, malgré qu'on parle de GPU, le son peut être aussi traité par le GPU, et on se rend compte aujourd'hui qu'avec l'aide de certaines intelligences artificielles, on va dire plutôt des algorithmes, on arrive à nettoyer du son ou à reproduire certaines gammes de fréquences ou d'harmoniques quand on disait avant, si c'est pas dans le son d'origine, on n'arrivera jamais à le traiter, ça ne fonctionnera pas. Ici, aujourd'hui, ça commence à être possible, donc on doit revoir un petit peu notre algèbre à ce niveau-là pour se remettre en configuration et dire, ok, aujourd'hui, on est capable de faire des choses grâce à cette puissance de calcul qui est finalement à la portée de tout le monde aujourd'hui. On est capable de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Tu voulais parler d'intégrer ou de dédier deux types de processeurs particuliers, David. Tu voulais rentrer un peu dans le détail à ce niveau-là, me semble-t-il. Oui, parce qu'on parle de GPU, on a les GPU intégrés, on a les GPU dédiés, qui sont des grosses cartes graphiques qui sont énormes. On a des laptops qui ont un chipset GPU séparé ou alors un GPU intégré. Il y a évidemment des différences. Mais quoique maintenant Intel devient assez performant et AMD aussi pour leur chipset graphique intégré. Tout dépend de l'utilisation qu'on veut faire. Si on a besoin d'avoir une grosse puissance pour faire du gaming, ou qu'on a besoin de faire du transcodage vidéo, qu'on a besoin de faire du calcul et avoir beaucoup de VRAM, un chipset dédié est assez intéressant. Maintenant, quand c'est un laptop et où on veut que le laptop il dure 10 heures sur batterie, on a peut-être intérêt à avoir un chipset intégré, un GPU intégré. Il y a aussi des questions de coût. Et il y a tout un choix de cartes graphiques pour les différents prix. Là, il y a des revues spécialisées qui permettent de faire le choix sur lequel utiliser. Le titre parlait de Intel, de Nvidia et d'AMD, qui sont en fait les trois acteurs qui ont survécu à toute cette historique. AMD qui est anciennement ATI. Intel est revenu dans la course récemment, quoiqu'il faisait
utilisaient des chipsets intégrés qui étaient assez minables. Intel avait commencé en 98 avec un premier essai qui était une carte graphique pour un simulateur de la NASA. Et puis, ils ont jeté l'éponge pendant une vingtaine d'années quasiment. Et là, ils reviennent en force. D'ailleurs, leur série ARC était impressionnante pour ce qui est justement du transcoding vidéo et de la V1. Maintenant, pour ce qui est Intel, AMD, Nvidia, ils se valent un petit peu tous, sauf que il y en a qu'un qui vaut plus que les autres aujourd'hui, qui est Nvidia qui bat tous les records, mais qui est cher aussi. On devrait quand même préciser aussi qu'Apple n'est pas en reste avec ses processeurs M1, M2, qui a aussi un GPU intégré qui est très valable dans l'architecture Apple, quoi, si j'ai envie de dire. Donc on peut aussi en parler, quoi. C'est pas interdit. Mais t'en parleras pas. Je veux pas. C'est vrai. Je te donne la parole. C'est un peu différent parce que là tu touches le monde de l'ARM, donc on est toujours dans les trucs intégrés. En général, c'est pas mauvais. Effectivement, ils ont de très bonnes performances. Apple a fait des très bons chips là-dessus, hein, qui vont intégrer les iPads ou les iPhones. C'est assez incroyable, et c'est ce que tu vas retrouver aussi sur les téléphones chez Samsung. Là, c'est pas la techno Apple, mais effectivement, tu as aussi des GPU qui sont extrêmement puissants. Mais Qualcomm, on n'est pas dans la même gamme. Impressionnant. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même gamme qu'une gamme desktop tel que tu peux avoir sur une carte Nvidia. Il te faut un box monstrueux, et la carte graphique, elle pèse celle de David plusieurs kilos, hein. Donc là, on n'est pas dans la même cour. Tu vas générer une image avec... ça dépend, j'ai précisé, ça dépend de l'usage qu'on en fait aussi. C'est ça. Et c'est effectivement dans l'architecture Apple avec des applications qui sont écrites pour aussi, parce que sinon ça ne sert à rien. On arrive à faire des choses qu'on faisait avec un gros GPU avant. On arrive à le faire aujourd'hui avec l'architecture ARM relativement facilement, et à un moindre coût de consommation aussi, puisque la puissance est gérée différemment. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on arrive à des résultats qui sont probants aussi. Ce serait dommage de ne pas en parler, puisqu'on parle de GPU. Ça fait tout à fait, mais là, d'une certaine manière, t'as pas le choix. Parce que quand tu prends un iPad ou un MacBook, tu vas pas pouvoir enlever le GPU. Non. Tu l'as. Et donc, si tu dis qu'il est dépassé, tu pourras pas le changer. Tu peux choisir ton modèle en fonction de l'usage que tu veux en faire. Donc, mais sur toute la partie RM aujourd'hui, t'as pas le choix. Tu l'as avec, s'il ne te plaît plus, tu dois changer de machine. On est bien d'accord. On va conclure, David, si tu veux bien, avec l'avenir du GPU, ce qu'on en fait aujourd'hui et ce qu'on suppose qu'on en fera demain. On a parlé d'images, on peut parler de plein d'autres choses aussi avec ce type d'architecture. Oui. Imagerie, simulation, on parle plus de GPU, mais on parle de APU, de Application Processing Unit. Donc ça devient des processeurs qui peuvent faire quasiment n'importe quoi. On parle dans le futur de rendu neuronal. Ça veut dire que les rendus graphiques, ça sera plus du calcul de géométrie traditionnel, mais ça va être des images qui sont générées par intelligence artificielle. On a déjà des systèmes qui permettent de générer des images, mais dans le futur, on peut imaginer d'avoir de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, en se basant sur des données géométriques relativement simples, mais qui sont interprétées et calculées en temps réel et rendues en temps réel par ces GPU, mais d'un point de vue IA et plus d'un point de vue calcul traditionnel. Mais c'est important de le dire parce que la réalité virtuelle, on a encore beaucoup parlé avec la sortie des lunettes de ski d'Apple et d'autres aussi. Apple Ski. Là, L'Apple Ski, ouais. Là, on a besoin de puissance de calcul en temps réel qui sont assez faramineuses si on veut que le résultat soit alléchant et probant, parce que sinon ça n'a pas de sens. Effectivement, donc là aussi il y a des enjeux à ce niveau-là. Donc le GPU, il a et ses extensions, comme tu l'expliquais, David, ils ont de beaux jours devant eux dans l'avenir. Investissez, j'ai envie de dire. Et la reconnaissance vocale et la traduction simultanée.
Ça aussi, également. c'est... Tout à fait, oui, bien sûr. Oui, Ouais. une traduction simultanée qui se fait sur le dernier Samsung, mais qui vont revenir sur les versions précédentes, mais qui te font aussi, Ouais. où tu peux faire un appel à quelqu'un qui est en anglais et toi tu l'entends en français. Donc Bien sûr. effectivement, il y a des trucs... Thierry a testé ça, notre camarade Thierry a testé ça au CES dernièrement. Il m'a dit, je parlais avec un Chinois, il me parlait en chinois, je lui parlais en anglais et on se comprenait. Il y a 10 ans, c'était de la science-fiction. Et par contre, il y a, vu que l'APU, c'est le futur, je peux pas m'empêcher de cette petite blague. C'est qu'il y en a de nouveau un qui avait prévu le futur, comme il a toujours prévu quasi tout le futur. C'était Matt Groening dans Les Simpsons, parce qu'il y a déjà APU. APU Ouais, n'a c'est Sam... Voilà. Sinon, il Oh, y a non, déjà il a APU. osé. Il a déjà pu. Voilà. J'ai pas déjà compris. Non, mais Mais attends, c'est pas on va grave. pas le faire là. On est content que ta connexion internet a tenu jusqu'ici. Et donc, je pense que Sébastien t'expliquera en off et il vous l'expliquera aussi en commentaire si vous voulez avoir plus de détails. Et si vous avez compris, n'hésitez pas à partager votre savoir avec le restant de l'audience, justement toujours dans les commentaires avec APU. En tout cas, dossier très intéressant. On peut pas, comme chaque fois, on le dit, on le répète, on peut pas aller dans tous les détails parce que c'est intéressant. Je trouve qu'on a déjà été fort loin, en tout cas sur l'aspect historique. Moi, ça m'a bien plu de réentendre tous ces acronymes qu'on avait un peu oubliés, comme tu disais, Sébastien. Ça revient tout d'un coup comme ça, comme voilà. C'est assez rigolo et de savoir que finalement, ça s'est réduit à très peu d'acteurs aujourd'hui. Mais voilà, d'où on vient, où on va, c'est un peu ça, un petit peu le but aussi de ces dossiers quand on parle de ce type de produit. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, n'hésitez pas à faire votre demande également. Pas de mariage, hein, mais de sujets, si vous voulez qu'on aborde certains sujets. Je dis pas qu'on le fera, ça dépend un petit peu de la sensibilité de différents chroniqueurs qu'on a chaque semaine, mais certains d'entre eux trouvent dans vos remarques aussi de temps en temps un petit éclair en se disant tiens, c'est vrai que ça on pourrait le faire, et s'il y a une actualité qui colle en plus, c'est juste parfait. Merci à tous les deux. Si vous avez rien à rajouter, vous avez peut-être un truc? Non. Sébastien, il est arrivé au bout, c'est bon, voilà. David, pareil, est arrivé au bout, tout est très bien comme ça. Merci à tous de nous avoir écoutés une fois de plus pour cet épisode 435, et on se dit à très bientôt avec un nouvel épisode et d'autres chroniqueurs. À très bientôt. Salut.